Et maintenant, nous allons nous poser la question du droit des enfants qui sont nés sous PMA. Et tout d'abord, effectivement, nous poser la question du droit d'accès aux origines. Ceci avec Adèle, avec Barbara et avec Salomé. Voilà, je leur laisse la parole. Donc tout d'abord, pourquoi nous sommes intéressés à la bioéthique et à ces débats. Donc comme l'a dit Myriam, effectivement, je pense qu'on a toutes les trois senti qu'il était de notre devoir de citoyenne de s'intéresser à ces débats parce qu'en effet, ils nous concernent tous et pas seulement les gens concernés directement. Et d'ailleurs, on peut tous être amenés à un moment de notre vie à être touchés directement par ces problématiques-là. Et également, je pense que ce qui me paraissait important à dire, c'est qu'au cours des débats auxquels on a assisté, et notamment à Sciences Po, on a entendu beaucoup de gens qui avaient l'air très, très effrayés du monde qu'ils pouvaient laisser à leurs enfants et de ce que ces différentes problématiques de bioéthique pouvaient faire basculer le monde tel qu'il est. Et je pense qu'effectivement, sachant que les générations futures, c'est nous. Je pense qu'il était important qu'on se saisisse de ces questions-là. Et d'ailleurs, je pense que ces gens qui avaient très peur du monde qu'ils laissaient à leurs enfants ne nous auraient pas forcément écoutés de manière aussi bienveillante que ce qui se fait ce soir. Donc nous avons travaillé sur l'accès aux origines, c'est-à-dire la possibilité pour une personne née par insémination artificielle avec donneur de retrouver son donneur. Donc d'abord, nous allons parler de la loi et de la situation actuelle, et nous verrons les changements envisageables. Ensuite, nous verrons les avantages et les risques de l'accès aux origines, puis une possible évolution de la loi. Donc actuellement, la loi stipule que le don est gratuit, volontaire et anonyme, sur le modèle du don du sang. Mais il y a une évolution qui est liée notamment à Internet, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes nées par insémination artificielle avec donneur ont pu retrouver leur donneur et entrer en contact avec lui grâce à Internet. Donc il y a bien un décalage entre la loi et une situation de fait. C'est ce qui amène c'est forcément ce qui nous amène à nous questionner sur un possible changement de la loi, une modification. Aujourd'hui, en France, environ 70 000 personnes sont nées à partir d'un don d'une insémination artificielle avec donneur. Et donc, toutes ces personnes sont concernées par cette question. Jusqu'à récemment, les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme étaient contre une évolution de la loi. Mais depuis peu, ils envisagent une levée partielle de l'anonymat. Je pense qu'il est important aussi de rappeler que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme protège l'intérêt vital de chacun à obtenir des informations nécessaires à la découverte de la vérité concernant un aspect important de son identité personnelle, et par exemple l'identité de ses géniteurs. Donc la France, si elle s'obstine à ne pas changer la loi, pourrait faire l'objet d'une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, le Comité national d'éthique s'est récemment prononcé pour la possibilité d'une levée de l'anonymat des futurs donneurs, avec des modalités précisées et encadrées par la loi, et notamment en respectant le choix du donneur. Effectivement, je vais développer les avantages de l'accès aux origines. Et donc, tout d'abord, quand on a commencé nos recherches sur l'accès aux origines, moi je me suis rendu compte que j'avais un certain nombre de préjugés, dans le sens où pour moi la génétique voulait pas dire grand chose, et donc je comprenais pas ce sentiment de ces IAD, donc les personnes nées par insémination artificielle avec donneur, pouvaient ressentir ce besoin de connaître leurs origines. Et en fait, c'est pour ça que ça nous a amené
à d'abord prendre le point de vue, adopter le point de vue des donneurs et des IAD, parce qu'ils sont les premiers concernés et que effectivement nous on peut pas forcément, on peut pas connaître ce sentiment. Et donc d'abord je vais donc développer ces deux points de vue. Donc l'anonymat des donneurs, il faut savoir d'abord que ça conduit à une injustice dans le sens où aujourd'hui en France il y a des personnes qui sont privées de ce droit de connaître un de leurs géniteurs. Et effectivement, elles auraient le droit en tant qu'adultes d'avoir accès à cette information contre toutes les tentatives d'infantilisation qu'il y a souvent en répétant le terme enfant toujours, alors comme si on les rendait irresponsables, alors qu'on pouvait dire que à leur place, dire ce qui est bon pour eux ou non. Ces informations qui sont cachées mènent aussi à une certaine culture du secret, à la fois familiale et administrative. Et il y a souvent ce sentiment justement que l'administration cache certaines informations qui existent et donc qui est assez problématique. Ensuite, je me suis demandé si aujourd'hui on accorde trop d'importance à la génétique dans nos sociétés. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que c'est pas tant que ça qu'on accorde de l'importance à la génétique, mais c'est juste qu'on y est vraiment confronté tous les jours, parce qu'on établit des ressemblances avec des membres de notre famille et qu'on se pose des questions par rapport à certains traits de notre apparence et qu'effectivement, cette génétique, elle est inscrite sur notre corps et qu'on ne peut vraiment pas y échapper. On ne peut pas l'ignorer. Ensuite, donc, l'accès aux origines, donc un rapport directement, c'est lié à la connaissance de soi. Donc là, je m'appuie essentiellement sur les travaux de Madame de Perceval. Effectivement, on construit tous une histoire, notre propre histoire personnelle, et qui a un début. Et pour justement les IAD qui n'ont pas connaissance de leur géniteur, il y a une sorte de manque justement sur ce début. Et donc ça reste caché et inconnu. Et effectivement, connaître ses origines, je pense que c'est surtout, ça permet de faire la part des choses. Ça permet à la fois de connaître, quand on connaît son géniteur, on peut à ce moment-là reconnaître ses parents. Et je pense que ce rapport connaissance et reconnaissance est extrêmement important. Et effectivement, ça permet de faire la part des choses entre ce que nous ont légué nos parents en éducation et la part de génétique du donneur. Ça permet effectivement de mettre un visage et de se rapprocher presque en fait de ses parents. Et finalement, si justement la génétique n'a pas vraiment de sens pour nous, c'est seulement donc, des chromosomes, etc., pourquoi on cacherait encore cette identité ? Donc ensuite, sur le point de vue du donneur, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une évolution de l'éthique du don. Donc on pense souvent qu'un don est certifié éthique à partir du moment où il est gratuit, qu'il est volontaire et anonyme. Mais aujourd'hui, il y a une certaine évolution du don. Et c'est pour ça que ça m'amène à dire qu'il faudrait justement faire évoluer la loi. Parce qu'aujourd'hui, le donneur a besoin d'empathie, il a besoin de visualisation. Souvent, c'est un reportage, un élément déclencheur qui amène le donneur à faire ce don. Et on a justement un nouveau régime éthique aujourd'hui qui est en train de se mettre en place et qui n'est pas contradictoire avec le caractère altruiste du don. C'est juste qu'effectivement, les normes, les répertoires collectifs, les principes du don sont en train d'évoluer. Et effectivement, pour moi, il me semble qu'il faut à la fois faire évoluer la loi pour ne pas mener finalement à avoir une baisse des dons, une baisse inéluctable du don. Et donc effectivement, aujourd'hui, le don devrait être plus individualisé, accompagné, personnalisé pour répondre justement aujourd'hui aux attentes des donneurs qui justement redoutent de plus en plus la massification, la standardisation et l'anonymat. Donc je vais donner la parole à Salomé qui va plus parler des risques. Risques, c'est un bien grand mot, mais oui. Donc ainsi, comme Adèle a pu le montrer précédemment, un certain nombre de mesures sont vouées à être mises en œuvre pour garantir le déroulé d'une levée de l'anonymat dans de bonnes conditions.
Cependant, un certain nombre d'opinions, un certain nombre d'avis se sont fait entendre, allant dans un sens à peu près contraire et qui tendraient à modérer et remettre en cause les avantages que présenterait donc cette levée de l'anonymat. Donc maintenant, on va essayer de répondre à ces incertitudes et inquiétudes et voir si elles sont toujours fondées et si on ne pourrait pas un petit peu les rassurer à notre échelle, bien sûr. Donc la première serait une idée selon laquelle la place des parents serait remise en cause et la primauté de l'éducation qui serait également remise en cause. Il serait alors difficile pour tout parent de trouver sa place avec une figure du donneur aussi importante dans la vie de l'enfant. Cependant, il ne faut pas oublier que les parents qui vont choisir donc dans le futur la PMA seront au courant de toutes les modalités par avance et ne seront pas surpris donc par cette situation qui peut, donc, comme on l'a vu aux yeux de certains, paraître un petit peu inconfortable. Donc puisqu'ils sont déjà au courant de comment est-ce que cela va se dérouler, il n'y a pas d'inquiétude à avoir en ce qui concerne le rôle des parents. Ensuite, la seconde idée serait une idée selon laquelle l'enfant pourrait être troublé, perdu, voire même qu'il ait quelques conséquences psychologiques. En effet, il pourrait y avoir une déception à cause d'un trop grand écart entre imagination et réalité. L'enfant serait amené dès le plus jeune âge à fantasmer autour de la figure du donneur. Cependant, on doit admettre que cela n'arrive pas toujours. Bien sûr, cela peut arriver, mais ce n'est pas quelque chose qui est absolument inévitable. D'autre part, si cela arrive, il faut bien comprendre que la levée de l'anonymat ne sera pas faite sans encadrement, ni action de l'État, ni même soutien psychologique. C'est-à-dire que l'enfant ne sera pas laissé seul face à cette grande annonce, cette grande nouvelle qu'il devra gérer sans aucune aide. De plus, comme on l'a vu précédemment, le rôle des parents va encore plus s'affirmer, étant donné qu'ils vont soutenir leur enfant au cours de ce moment. Ensuite, une autre idée, une autre inquiétude serait une idée du coup selon laquelle notre décision serait une décision qui est fortement influencée par nos voisins européens et qui témoignerait même d'un certain mimétisme. En effet, l'Allemagne, la Suède ou la Norvège ont décidé de donner aux IAD des informations sur leur donneur et leur identité. Pour la Suisse et l'Autriche, c'est inscrit directement dans le droit constitutionnel. En Espagne, l'enfant peut avoir des renseignements, mais ceux-ci ne sont pas identifiants. Ainsi, il est vrai qu'on ne peut pas nier que nos voisins donc, européens nous ont peut-être dans une certaine mesure influencés, dans le sens où on a vu comment cela s'est passé et quelles ont été, comme on a parlé un petit peu Adèle, les retombées de telles actions. Cependant, il ne faut pas oublier, il faut garder à l'esprit qu'en aucun cas, tous ces pays ont un droit, une sorte de pouvoir sur les décisions prises aujourd'hui en France. Ainsi, c'est une décision qui sera française et qui le restera. Ensuite, la question du donneur, de sa figure et de sa place est aussi régulièrement soulevée. En effet, comme on a parlé encore une fois un petit peu précédemment Adèle, on craint un changement d'objectif du donneur et une possible perversion. En effet, le don ne serait plus fait par souci d'altruisme, mais peut-être pour avoir le plaisir de rencontrer plus tard son enfant. Or, la loi le précise et la plupart des donneurs sont bien loin de telles considérations et heureusement que nul rôle ne pourra être donné au donneur dans la vie de l'enfant en tant qu'ayant une certaine autorité vis-à-vis de sa vie et de ses choix. Ensuite, on pourrait aussi penser que la gratuité serait remise en cause selon un principe de don et de contre-don. Cependant, il ne faut pas oublier qu'ici, on ne parle pas de marchandises, nous parlons de gamètes. Et la Constitution prévient en fait de toute marchandisation du corps, que ce soit une partie ou l'ensemble d'un corps humain. C'est totalement interdit, donc pas besoin de s'en soucier encore une fois. D'autre part, il faudra garder à l'esprit et mettre toutes nos précédentes considérations en perspective avec le fait que la levée de l'anonymat ne sera jamais systématique, mais sera bien sur demande de l'enfant. Toutefois, il est légitime de se demander si cette levée d'anonymat n'entraînerait pas une sorte de retour en arrière, dans le sens où il apporterait
où il entraînerait le retour à une considération de la génétique comme importante et essentielle dans la vie de chacun. Cependant, il est de notre devoir, non seulement par fraternité, mais aussi par souci d'égalité, de prendre en compte la souffrance de certains aujourd'hui qui n'ont pas accès à leurs origines, alors que la plupart aujourd'hui l'ont accès, et c'est quelque chose qui est considéré comme acquis. Ainsi, nous allons désormais conclure. Donc, suite à toutes nos considérations et à plusieurs réflexions en amont, on a décidé, notre proposition en fait serait de lever l'anonymat des donneurs. En effet, il faut garder à l'esprit qu'aujourd'hui, on ne peut plus absolument le protéger. Ainsi, il faudrait sans doute mieux l'accepter et pouvoir l'encadrer plutôt que de le laisser sans cadre. Ensuite, nous avons pensé aussi à la degré de la levée de l'anonymat qui est pour nous la véritable question qui se pose. Ainsi, notre proposition est celle d'une levée de l'anonymat complète sur demande de l'enfant à partir de ses 18 ans. Celle-ci serait encadrée et avec notamment un accompagnement psychologique, et cela serait proposé aux 3 acteurs afin de faire de cette levée d'anonymat non pas une épreuve à traverser ou un dur passage obligé, mais une certaine mise en œuvre d'un droit à ses origines pour que tous ceux qui sont concernés par la PMA et qui le souhaitent puissent y avoir accès.